À cause de la maîtresse de mon mari, lui et ma belle-mère m'ont jeté, moi et mon bébé de 3 jours, dans la tempête de neige. Ils n'avaient aucune idée que je venais d'hériter de 2,3 milliards de dollars de mon grand-père. Seulement 24 heures plus tard, je les ai fait vivre en enfer. Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Cela permet à des histoires comme celle-ci d'exister. Maintenant, attention. Ce qui suit change tout. Imaginez la scène. Vous êtes allongé dans la neige, en sang, avec votre fille de 3 jours dans les bras, qui a cessé de pleurer. La famille de votre mari vient de vous jeter en bas d'un escalier en pierre en pleine tempête de neige. Ils vous ont traité de déchets, de racailles, de moins que rien. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans 4 heures, vous hériteriez de 2,3 milliards de dollars et que vous étiez sur le point de le leur faire payer très cher, à chacun d'entre eux. Je m'appelle Olivia Thompson et ce que vous allez entendre n'est pas de la fiction. C'est l'histoire vraie de comment je suis passé de mourir dans la neige à détruire une dynastie entière. De comment une famille qui se croyait intouchable a appris la leçon la plus dure de sa vie. Ne sous-estimez jamais la femme que vous avez rejetée. Ils m'ont humilié pendant 3 ans. Ils ont enregistré mes pires moments pour leurs 500 000 abonnés. Ils ont essayé de me voler mon bébé en utilisant un système judiciaire corrompu. Ils pensaient que l'argent et le pouvoir les rendaient invincibles. Ils avaient tort, car lorsque je suis entré dans cette salle de conseil 8 semaines plus tard, avec des cheveux blonds platine, un empire de plusieurs milliards de dollars me soutenant et 4 millions de personnes regardant en direct, disons simplement que l'expression sur leur visage quand ils ont réalisé qui j'étais vraiment, ce moment à lui seul valait toute la souffrance. Mais voici ce qui l'a rendu légendaire, ils avaient signé un formulaire de consentement sans le lire, exactement comme ils m'avaient forcé à le faire. Le karma a un merveilleux sens de l'ironie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le rebondissement au tribunal, les arrestations du FBI et ce qui est arrivé à chacun d'eux, vous n'en croirez pas vos yeux. Et si on vous a déjà dit que vous n'étiez rien, si on vous a déjà rejeté, cette histoire est pour vous. Avant de commencer, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant si vous croyez en la justice. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place et abonnez-vous, car l'histoire de la semaine prochaine est encore plus incroyable que celle-ci. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le jour où mon monde s'est effondré. J'ai été traîné sur des sols en marbre avec ma fille de 3 jours hurlant dans mes bras, puis jeté en bas d'un escalier en pierre en plein blizzard. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 4 heures plus tard, j'hériterais de 2,3 milliards de dollars et que j'étais sur le point de leur faire payer à tous ce qu'ils avaient fait. Je m'appelle Olivia et voici comment je suis passé de saigner à mort dans la neige à détruire la dynastie d'une famille entière. Restez jusqu'à la fin, car lorsqu'ils ont réalisé qui j'étais vraiment dans cette salle de conseil, la vidéo est devenue virale et les a complètement anéantis. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé lorsque 4 millions de personnes les ont vus supplier. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. 3 jours plus tôt, j'étais dans un lit d'hôpital à Merci Générale. Mon corps se remettait encore d'une césarienne d'urgence. La douleur était atroce, se propageant depuis l'incision dans mon abdomen à chaque respiration. Mais rien, absolument rien, n'était comparable au vide que je ressentais. Mon mari, Ethan, ne m'avait pas rendu visite depuis 52 heures, pas une seule fois. J'avais compté les heures. Les infirmières me lançaient des regards pleins de pitié, chuchotant entre elles quand elles pensaient que je ne pouvais pas les entendre. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était juste occupé par le travail, qu'il serait bientôt là. Mon Dieu, comme j'étais naïve. C'était le 14 février, la Saint-Valentin. L'ironie de la date ne m'échappait pas. La petite Charlotte dormait dans le berceau à côté de mon lit, son visage un peu jaune à cause de la jaunisse. Le médecin disait que c'était courant, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais chaque fois que je la regardais, mon cœur se serrait de peur. Elle était si petite, si fragile, si parfaite. Et son père n'avait pas daigné venir la rencontrer. J'étais encore relié à des perfusions dans les 2 bras. J'avais encore une sonde. La douleur de l'incision était d'environ 7 sur 10, même avec le percocet qu'il me donnait toutes les 4 heures. Chaque mouvement était une agonie. Vers 23 heures, ma meilleure amie Jessica s'est glissée dans la chambre. Elle travaillait aux soins intensifs en bas et venait me voir pendant ses pauses. « Olivia, regarde », dit Jessica, la voix tendue par une émotion que je ne pouvais identifier. Elle avait l'air inquiète, vraiment inquiète, pas seulement compatissante. « Je dois te montrer quelque chose. S'il te plaît, ne te fâche pas, mais tu dois voir ça avant que quelqu'un d'autre ne te le dise. » Elle m'a tendu son téléphone.
Il était déjà ouvert sur Instagram. J'ai regardé l'écran et mon monde entier s'est brisé en 1000 morceaux, là, dans ce lit d'hôpital. C'était le compte d'Ethan, une photo de lui avec une autre femme. Elle était belle, radieuse et clairement enceinte, elle aussi. Sa main reposait sur son ventre dans ce geste universel des futures mères. Ils étaient dans un restaurant chic, un 5 étoiles que je ne pourrais jamais me payer, un endroit où Ethan ne m'avait jamais emmené. La légende disait, avec ma vraie famille. Enfin honnête. Nouveau départ. #béni #vérité. Posté il y a 6 heures. 47 000 j'aime. Les commentaires étaient un mélange de félicitations et de confusion. « Tu n'es pas marié ?» demandait quelqu'un. « C'est qui l'autre ?» exigeait un autre. Mais la plupart n'étaient que des émojis en forme de cœur et des célébrations de sa prétendue vérité. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et serré mon cœur dans son poing. « Olivia » dit doucement Jessica. « Il y a pire. Il a raconté à des gens à l'hôpital que tu l'avais piégé. Qu'il est enfin libre d'être avec la femme qu'il aime vraiment. 3 ans. 3 ans de mariage. 3 ans à essayer si fort d'être assez bien pour lui, pour sa famille, pour son monde. 3 ans d'amour et de dévotion totale. Et pendant tout ce temps, il avait quelqu'un d'autre. Mon téléphone portable a vibré sur la table de chevet. C'était un appel entrant d'un numéro inconnu. J'étais trop anéanti pour répondre, trop brisé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, remarquant à peine que l'identifiant de l'appelant avait brièvement affiché quelque chose, W. Davenport, privé. Je n'ai jamais su que mon grand-père avait essayé de m'appeler à 23h47 pour organiser notre première rencontre. Je ne saurais jamais à quel point j'étais proche d'être sauvé. Le docteur Miller est entré dans la chambre avec les papiers de sortie à la main. C'était l'obstétricienne qui avait mis Charlotte au monde, une femme bienveillante d'une 50aine d'années, avec des mains douces et un regard inquiet. « Madame Sterling » dit-elle prudemment. « Je dois vous parler de quelque chose. Le service social de l'hôpital a noté des dynamiques préoccupantes. Votre mari ne vous a pas rendu visite, et il y a eu certains ?» La porte s'ouvrit à la volée. Victoria Sterling entra comme une furie. Ma belle-mère portait un manteau de créateur qui coûtait sûrement plus cher que ma voiture, avec un sac Hermès suspendu à son bras et une rage glaciale dans les yeux. Derrière elle, James, le père d'Ethan, dans un costume coûteux qui criait l'argent et le pouvoir. Puis Chloé, la sœur d'Ethan, son téléphone à la main, en train de filmer. Et enfin, Sophia, la femme de la photo Instagram. Elle arborait un sourire suffisant, une main sur son ventre de femme enceinte, comme pour marquer son territoire. Le docteur Miller s'avança. « Excusez-moi. Les heures de visite sont terminées et Madame Sterling a besoin de... » Victoria la coupa d'un geste de la main. Nous sommes sa famille. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Elle jeta un dossier au docteur Miller. Ce sont des documents des services de protection de l'enfance. Ma belle-fille est mentalement instable et inapte. Nous sommes ici pour protéger notre petite fille. Je les ai regardés, incapable de comprendre ce qui se passait. Des documents des services de protection de l'enfance. Quoi ? Le dossier contenait des faux papiers indiquant que je souffrais de psychose postpartum. Une fausse évaluation psychiatrique d'un médecin acheté par la famille Sterling. Il recommandait que ma garde temporaire soit retirée immédiatement en attendant une évaluation. Les mains du docteur Miller tremblaient en lisant. Je pouvais voir qu'elle était en difficulté. Elle savait que c'était mal, mais elle ne savait pas quoi faire. Le service juridique de l'hôpital avait déjà été appelé. Le don des Sterling pour l'aile et leur donnait beaucoup de pouvoir ici. Victoria s'approcha de mon lit. Sa voix dégoulinait de venin. « Tu as ruiné la vie de mon fils assez longtemps. Cette mascarade pathétique se termine ce soir. » J'étais faible, confuse, encore groggy à cause des analgésiques. « De quoi parlez-vous ? Je viens d'avoir son bébé. » Sophia a ri. Elle m'a ri au nez. Elle s'est avancée et a sorti des papiers de son sac à main. « Ce bébé n'est même pas le sien. Nous avons fait un test ADN. » Elle m'a montré de faux résultats de laboratoire. Probabilité de paternité, 0%. Ma tête tournait. Quand ? Comment ? J'étais ici tout le temps. C'était impossible. On ne peut pas tester un nouveau-né sans la permission de la mère. Mais ils avaient les papiers, et ils avaient l'air officiel. Chloé a lancé une diffusion en direct sur Instagram. Je pouvais me voir sur l'écran de son téléphone, pâle et brisé dans un lit d'hôpital. Salut tout le monde. La voix de Chloé était joyeuse et cruelle. Vous vouliez connaître la vérité sur la femme vénale de mon frère ?
Eh bien, la voici, en direct de l'hôpital où elle essaie de le piéger avec un bébé qui n'est même pas le sien. J'ai regardé avec horreur les commentaires affluer. Oh mon Dieu, c'est vrai? Elle a l'air si pathétique. Ton frère mérite tellement mieux. 500 000 abonnés me regardant dans mon moment le plus humiliant. Victoria se pencha et dit, « Laisse-moi te dire ce que tu étais vraiment, Olivia. Une blague. Un pari. Mon fils et ses amis d'université ont parié 100 000 $ pour voir s'ils pouvaient épouser la fille la plus pauvre du campus et tenir le coup pendant 3 ans. » Elle sortit son téléphone et lança une vidéo. C'était Ethan, ivre à son enterrement de vie de garçon il y a 4 ans, riant avec cet ami. Mec, 3 ans avec ce cas social pour 100 000 $. De l'argent facile. Je fermerai juste les yeux et ferai comme si c'était quelqu'un d'autre. Des rires, tant de rires. Mon monde s'est écroulé. 3 ans. Chaque « je t'aime ». Chaque anniversaire. Chaque fois que j'avais tant essayé de m'intégrer à leur monde, d'être digne du nom Sterling. Tout cela n'était qu'une blague. Chloé remarqua mon bracelet, la simple chaîne en argent avec un petit charme qui avait appartenu à ma mère. C'était la seule chose qu'il me restait d'elle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, ricana Chloé. Ton précieux héritage familial. Elle essaya de l'arracher. J'ai brusquement retiré mon bras et une douleur aiguë m'a transpercé l'abdomen. Ne touche pas à ça. C'est la seule chose que j'ai de ma mère. Victoria me gifla violemment. Le son résonna dans la chambre d'hôpital silencieuse. Le docteur Miller eut un hoquet de surprise. C'est une agression. J'appelle la sécurité. La voix de James était tranchante. Nous sommes la sécurité. À l'hôpital mémorial d'Avenport, ma famille a fait don de toutes les laits. Appelez qui vous voulez. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'hôpital portait le nom de mon grand-père. Il venait de me menacer dans l'hôpital de ma propre famille. Jessica fit irruption dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La sécurité de l'hôpital arriva, mais ils avaient l'air confus. Le don de James lui donnait du pouvoir. Il ne savait pas quoi faire. Victoria me jeta les papiers du divorce. Signe-les maintenant ou les services sociaux prendront ton bébé demain matin. Nous avons des médecins qui témoigneront que tu es instable. Tu ne la reverras jamais. J'étais sous sédatif, terrifié. La douleur de ma blessure était insupportable. La pièce tournait. S'il vous plaît, ai-je supplié. S'il vous plaît, ne prenez pas mon bébé. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le stylo, mais j'ai signé. Sophia se pencha et murmura, son souffle chaud dans mon oreille. Tu pensais vraiment que quelqu'un comme toi pouvait garder un Sterling? Tu n'es personne, et tu ne seras jamais personne. Victoria sourit, froide et triomphante. Vous pouvez sortir. Venez au manoir demain pour récupérer vos camelotes, puis disparaissez à jamais. Et sur ce, ils sont partis. Je me suis effondré sur le sol, en larmes. Mon corps entier tremblait. Jessica m'a tenu dans ses bras. On appelle la police. C'est de la coercition. Ils te forcent. Non, ai-je murmuré. Ils ont des avocats et tellement d'argent. Je n'ai rien. Je veux juste que mon bébé soit en sécurité. Le docteur Miller a sorti son téléphone. Je n'ai pas vu qu'elle enregistrait toute la dispute. Je ne savais pas que sa profession l'obligeait à signaler les abus, et elle prenait son devoir très au sérieux. Je documente ceci, dit-elle doucement. Ce qu'ils font est de la maltraitance. Mais j'étais si brisé, je m'en fichais. C'est inutile. Ils gagnent toujours. Mais cela aurait beaucoup d'importance, même si je ne le découvrirais que plus tard. À ce moment-là, je ne savais toujours rien. Le lendemain matin, le 15 février, j'ai pris un Uber pour le manoir Sterling dans une banlieue riche. Je n'avais pas d'argent pour ma propre voiture. Ethan avait contrôlé chaque centime pendant notre mariage. La petite Charlotte était dans un siège auto de l'hôpital, enveloppée dans une fine couverture. Elle avait l'air si petite, si impuissante. À 3 jours, sa vie était déjà un désastre. Le manoir se dressait devant nous. Une pièce d'architecture classique qui criait la vieille fortune de chaque colonne et fenêtre. J'y ai vécu 3 ans, et pas un seul jour je ne m'y suis senti chez moi. J'avais encore ma clé. Quand je suis entré, tout le personnel de maison, ceux que je pensais bienveillants, évitait mon regard, certains souriaient même d'un air moqueur. J'ai trouvé toutes mes affaires déjà emballées. Elles avaient été jetées dans des sacs poubelles à l'entrée comme s'il s'agissait d'ordures. Les mains tremblantes, je suis allé dans ma chambre. Non, ce n'était pas la chambre principale. Ethan et moi ne l'avions jamais partagée.
Je dormais toujours dans la zone de service à l'arrière de la maison, car pour eux, je n'ai jamais fait partie de la famille. Tout était détruit. Mes vêtements étaient trempés par l'eau de la fontaine, ruinés. Mes livres étaient déchirés. Les pages éparpillées sur le sol. Les photos de ma mère avaient été brûlées dans la cheminée. Je pouvais encore sentir la cendre. Les bijoux de ma mère avaient disparu. J'ai trouvé Chloé dans la chambre principale en train de les porter. C'était le collier de perles de ma mère. La seule chose que je chérissais plus que tout au monde. Oh, ce vieux truc, a ri Chloé en se prenant en photo. Ça me va mieux de toute façon. Trouver, c'est garder. En traversant le manoir une dernière fois, les souvenirs m'ont frappé comme une tonne de briques. La première année, à Thanksgiving, Victoria m'a fait servir les invités pendant que la famille mangeait. Quand j'ai essayé de m'asseoir, elle a dit « Les domestiques ne mangent pas avec la famille, ma chère. » Ethan n'a rien dit. Un gala de charité la deuxième année. Je portais une robe empruntée car je n'avais pas d'argent. Victoria m'a dit de ne pas les embarrasser, de rester à l'arrière, de ne parler à personne d'important. James m'a mise au vestiaire pendant que Chloé se mêlait aux invités, exhibant ses robes de créateur. Le Noël de la troisième année. Les Sterling ont ouvert des cadeaux valant des milliers de dollars. Le cadeau d'Ethan pour moi? Un aspirateur. Tout le monde a éclaté de rire. Victoria a dit, au moins, maintenant tu seras utile à quelque chose. 3 ans d'humiliation, les unes après les autres. J'ai emballé le peu qui était récupérable dans une petite valise. Charlotte a commencé à pleurer. Elle avait besoin d'être changée et nourrie, mais je n'avais nulle part où le faire. Au moment où j'allais partir, la voix de Victoria a retenti dans l'interphone. Olivia, ma chère, dans le grand hall. Maintenant. Nous t'attendons tous. J'ai senti mon estomac se nouer. Le grand hall était gigantesque, avec des sols en marbre que j'avais été forcé de frotter si souvent. Un lustre en cristal qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an pendait au plafond. Toute la famille Sterling était réunie, comme un tribunal sur le point de prononcer ma sentence. Victoria était au centre, telle une reine présidant sa cour. James à ses côtés, le roi. Chloé dans les escaliers avec son téléphone, déjà en train de filmer. Ethan était appuyé contre le mur, incapable de me regarder. Et Sophia s'accrochait au bras d'Ethan avec ce sourire victorieux. Près d'eux se tenaient 4 gardes de sécurité que je n'avais jamais vus auparavant. Des hommes imposants, des gros bras. La voix de Victoria était glaciale. Avant que tu ne partes et que nous t'oublions, tu vas t'agenouiller et t'excuser d'avoir gaspillé 3 ans de notre temps et d'avoir essayé de piéger mon fils avec un enfant illégitime. J'ai serré Charlotte plus fort contre ma poitrine. Non, je pars. Laissez-moi partir. La menace de James était calme et mortelle. Soit tu t'agenouilles, soit nous nous assurons que tous les refuges pour sans-abri de l'État sachent que tu es une mère abusive et instable. Les services sociaux te traqueront. Je ne m'agenouillerai pas. Victoria a fait signe aux gardes du corps. Tout s'est passé trop vite. Un garde a attrapé mes bras. J'ai crié, s'il vous plaît, j'ai mon bébé. Ne lui faites pas de mal. Un autre garde m'a arraché Charlotte des bras. La douleur a été immédiate et insupportable. Les poings de ma césarienne se sont déchirés sous l'effort. J'ai senti quelque chose de chaud et d'humide se répandre sur mes vêtements. C'était du sang. Charlotte hurlait. Ce cri aigu de nouveau-né qui signifie la détresse. La terreur. Chloé diffusait tout en direct. Voilà ce qui arrive quand les croqueuses de diamants s'en prennent à la mauvaise famille. Regardez le karma en action. Les commentaires affluaient. Elle le mérite. Jetez-la à la rue. Fausse maman. 500 000 personnes me regardant être détruites. Les gardes m'ont traîné sur le sol en marbre. J'étais trop faible pour me battre. Encore en convalescence. La perte de sang me donnait le vertige. Mon épaule a heurté le coin d'une colonne de marbre avec un craquement sinistre. La douleur a explosé dans mon bras. Il était probablement déboîté. Mon bracelet s'est accroché au bord du marbre. Le charme s'est cassé et a roulé sur le sol. Une femme de chambre l'a ramassé et l'a empoché. À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle serait importante plus tard. Je saignais, je criais, je suppliais. Sophia se tenait là, riant. Comme c'est pathétique. Ethan, sérieusement, tu as perdu 3 ans avec ça. La voix d'Ethan semblait vide, morte. Faites-la sortir d'ici. Ils n'avaient même pas le courage de se sentir coupables. Ils ont atteint les immenses portes en chêne de l'entrée et les ont ouvertes à la volée. Dehors, une tempête de neige faisait rage.
Il faisait un froid glacial. Le refroidissement éolien donnait une impression de température négative. La neige tombait si drue qu'on ne voyait pas à 3 mètres devant soi. Le vent hurlait comme un animal vivant et furieux. Ils m'ont jeté en bas des escaliers en pierre. J'ai essayé de me recroqueviller pour me protéger, mais j'ai atterri lourdement. 5 marches. Chacune était une agonie. Mon épaule déjà blessée a encaissé le plus gros de l'impact. J'ai atterri dans la neige en bas, mon sang tachant le sol blanc de rouge. Mon sac a volé après moi, son contenu dispersé, médicaments, couches, vêtements de rechange, tout ce qu'il me restait au monde. Puis un garde de sécurité m'a jeté Charlotte. J'ai à peine réussi à la rattraper, la serrant contre ma poitrine pour la protéger du froid. Chloé a crié depuis l'embrasure de la porte, « Ne reviens pas ou on te fera arrêter pour violation de propriété. Dis au revoir à ton faux bébé. » Les derniers mots de Victoria ont traversé le vent. C'est là que les déchets doivent être. Les portes se sont refermées avec un bruit sourd qui a résonné dans la rue vide. Et me voilà, assise dans la neige glaciale, du sang partout, une épaule déboîtée, ma plaie de césarienne rouverte. Les pleurs de Charlotte s'affaiblissaient, et c'était bien pire que ses cris. Je n'avais pas de téléphone, il s'était cassé dans la chute, pas d'argent, pas de manteau, juste un fin pull d'hôpital, pas de vraies chaussures, juste des chaussons d'hôpital déjà trempés. J'ai honnêtement pensé que Charlotte et moi allions mourir là. Je suis tellement désolé, mon bébé, ai-je murmuré, la glissant sous mon pull pour essayer de partager la chaleur de mon corps. Maman a essayé. Je suis tellement désolé. Charlotte s'est tue. Cela m'a terrifié plus que tout. Les bébés ne se taisent pas dans le froid. Pas à moins que quelque chose de très grave n'aille. S'il te plaît, ne me quitte pas, ai-je supplié son petit corps immobile. S'il te plaît, tu es tout ce que j'ai. Ma vision a commencé à se brouiller. L'hypothermie s'installait. Je sentais mon corps s'éteindre. J'ai fermé les yeux, prête à lâcher prise. Puis j'ai vu des lumières percer la neige. 3 VUS noirs sont apparus comme des fantômes au milieu du blizzard. Les VUS se sont arrêtés juste devant moi. Les portes se sont ouvertes avant que les véhicules ne s'immobilisent complètement. Un homme plus âgé en costume impeccable, est sorti en tenant un parapluie. Même à 3h47 du matin, en pleine tempête de neige, il avait l'air de sortir tout droit d'une réunion du conseil d'administration. « Mademoiselle Olivia Catherine, dit-il. Dieu merci, nous vous avons trouvé. » Je pouvais à peine parler. « Comment ? Qui ?» Il s'est agenouillé dans la neige à côté de moi, ruinant ce qui devait être un costume très cher. Il ne semblait pas s'en soucier. « Votre grand-père m'envoie. Nous devons vous mettre toutes les deux en sécurité, maintenant. » Derrière lui, une équipe de secouristes en uniforme médicaux de Davenport Global a couru vers nous avec des couvertures thermiques et du matériel médical. « Grand-père, ai-je réussi à dire, le père de ma mère est mort avant ma naissance. Je n'ai. Si, vous en avez un. William James Davenport, et nous devons vous emmener au centre médical Davenport immédiatement. Votre fille est à 10 minutes d'une hypothermie critique. » Les secouristes ont travaillé avec une efficacité professionnelle. Ils nous ont enveloppés, Charlotte et moi, dans des couvertures thermiques. Ils m'ont mis une perfusion dans le bras car j'étais très déshydraté. De l'oxygène pour Charlotte car sa respiration était superficielle. Quelqu'un a immobilisé mon épaule. Des bandages compressifs pour l'hémorragie. Ils nous ont installés dans un VUS chauffé. La chaleur semblait paradisiaque après ce froid brutal. L'homme plus âgé, que j'apprendrai bientôt à appeler Richard, s'est assis dans le véhicule avec nous, supervisant tout. À travers le blizzard, les chauffeurs professionnels conduisaient comme s'ils voyaient parfaitement. Richard était au téléphone, son ton calme et efficace. Dr Anderson est à 8 minutes. J'ai une femme de 28 ans. Poste au jour 3 césarienne, saignement actif, possible luxation de l'épaule, hypothermie modérée. Et un nourrisson de 3 jours avec une hypothermie sévère en état critique. Préparez l'unité de soins intensifs néonatales et le service des urgences. Un secouriste vérifiait la température de Charlotte. Elle est basse, dit-il doucement. Nous devons la réchauffer lentement. La normale pour les nouveau-nés est d'environ 37 degrés Celsius. Si elle refroidissait beaucoup plus, ses organes commenceraient à être endommagés. Je les ai regardés travailler sur ma fille, trop épuisés pour faire autre chose que de faire confiance à ces étrangers sortis de nulle part. Nous sommes arrivés au centre médical privé Davenport à 4h15 du matin. Ce n'était pas le Merci Général où j'avais accouché. C'était tout autre chose. Un hôpital privé pour les ultra-riches.
Des sols en marbre, de l'art sur les murs, des chambres qui ressemblaient à des suites d'hôtels. Charlotte a été transportée d'urgence à l'unité de soins intensifs néonatales. Une équipe de 6 spécialistes s'est occupée d'elle instantanément. Le docteur Anderson, le meilleur pédiatre, m'a parlé pendant qu'il travaillait. Vous l'avez amené juste à temps. 5 minutes de plus et nous parlerions de dommages permanents. On m'a emmené dans une suite privée qui ressemblait à une chambre d'hôtel de luxe. Ils ont remis mon épaule en place, ce qui a été atrocement douloureux mais nécessaire. Ils ont recousu ma plaie de césarienne, m'ont fait une transfusion sanguine et m'ont mise sous antibiotiques par intraveineuse car le risque d'infection était très élevé. Enfin, ils m'ont donné des analgésiques qui fonctionnaient vraiment. Je me suis réveillé à 11 h du matin, 7 heures plus tard, avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Pendant un instant, j'ai cru que tout cela n'avait été qu'un cauchemar, mais j'ai ensuite vu mon épaule bandée, les perfusions et tout le matériel médical. La panique m'a saisi. Charlotte, où est mon bébé? Juste à ce moment-là, le docteur Miller, la même obstétricienne de l'hôpital Mercy Général, est entrée. Olivia, respirez. Charlotte est stable. Elle est aux soins intensifs en observation. Elle va s'en sortir. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment? Monsieur Blackwell m'a appelé, il m'a tout raconté. J'ai démissionné de Mercy Général ce matin. Je ne pouvais pas travailler dans un hôpital qui a permis que cela vous arrive. Puis Jessica est entrée en courant. Elle m'a serré très prudemment dans ses bras et a dit en pleurant, « Oh mon Dieu, Olivia, quand tu ne répondais pas à ton téléphone, je suis allée au manoir Sterling. J'ai vu le sang dans la neige. J'ai cru que... » Et elle s'est complètement effondrée. « Je vais bien ?» ai-je dit. « Nous allons bien. » Richard Blackwell est entré avec une mallette en cuir à la main. « Mesdames, j'ai besoin d'un moment seul avec Olivia. Ce que je vais lui dire est confidentiel. » Jessica et le docteur Miller sont partis, bien qu'il soit clair qu'elle ne le voulait pas. Richard a tiré une chaise jusqu'à mon lit. Ils ont amené Charlotte dans un incubateur sur roulette. Elle était toujours sous surveillance, mais elle était stable. La voir vivante et en sécurité m'a fait pleurer à nouveau. « Olivia, commença Richard, votre mère était Catherine Davenport avant d'être Catherinet. Votre grand-père était William James Davenport, fondateur et PDG de Davenport Global Industries. » Il m'a montré une photo. C'était un homme plus âgé avec des yeux bienveillants et une présence imposante. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Ma mère ne parlait jamais de sa famille. Elle disait qu'ils étaient tous morts. Richard m'a raconté l'histoire. Ma mère s'est enfuie de la maison à 19 ans après une dispute avec son père à propos du mien, un homme d'un milieu beaucoup plus modeste. William croyait qu'il ne l'utilisait que pour son argent, et il avait raison. Mais Catherine était têtue et très fière. Elle est partie sans rien. Elle a changé de nom et a déménagé dans un autre état. Elle a cumulé jusqu'à 3 emplois pour m'élever seule après que mon père nous ait abandonnés quand j'avais 2 ans. Sa fierté l'a empêché de le rechercher. Sa fierté a empêché William de s'excuser. 2 personnes têtues qui s'aimaient mais ne pouvaient pas surmonter leurs propres égos. Quand ma mère est morte il y a 5 ans dans un accident de voiture, William a été dévasté. Il la suivait depuis des années, la surveillant toujours mais ne l'approchant jamais. Puis il a commencé à me chercher. Il vous a trouvé il y a 2 ans, a dit Richard, juste après votre mariage avec Ethan Sterling. J'ai eu le souffle coupé. Pendant 2 ans, William vous a observé. Il avait des gardes du corps qui vous suivaient et des caméras surveillant le manoir Sterling. Il a tout vu ce qu'ils vous ont fait. Richard m'a montré des enregistrements de Victoria me forçant à servir lors de fêtes, de James me faisant travailler comme employé non rémunéré, des cruautés de Chloé, de l'indifférence d'Ethan, absolument tout. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Ma voix s'est brisée. Richard a expliqué. William avait voulu intervenir de toutes ses forces, mais ses avocats, dont Richard, lui ont conseillé d'attendre. Ils avaient besoin d'une protection juridique absolument blindée pour l'héritage. Ainsi, il n'y aurait aucun moyen pour les Sterling de dire que j'avais épousé Ethan en connaissant l'argent. Aucun moyen pour eux de contester quoi que ce soit. Ils créaient une structure de fiducie qui me protégerait de tout le monde. Le plan était que William se présente à moi le lendemain de mon accouchement. Le 15 février. Aujourd'hui. Cet appel d'un numéro inconnu hier soir, ai-je murmuré. Richard a hoché la tête. C'était William. Il revenait de l'étranger. Il voulait vous dire qu'il serait à l'hôpital ce matin pour enfin vous rencontrer. La voix de Richard tremblait. C'était la première fois qu'il montrait une réelle émotion.
Son vol a atterri à 6h30. Il est allé directement à sa voiture. Je l'ai appelé pour confirmer l'heure du rendez-vous. Il a demandé comment vous alliez. Je lui ai dit que vous aviez quitté l'hôpital et que nous ne savions pas où vous étiez. Le traceur GPS vous a localisé au manoir Sterling. Un traceur GPS? Le bracelet de votre mère. Celui que vous portez tous les jours depuis des années. William y avait fait intégrer une puce GPS de qualité médicale, ai-je appris. Étanche, avec une batterie de 5 ans et des capteurs de chaleur. J'ai touché mon poignet. Le bracelet avait disparu. Je l'ai perdu dans la neige quand le charme s'est cassé. C'est comme ça que nous vous avons trouvé. À 3h47, le capteur de chaleur a déclenché une alerte. Sujet entrant en zone de température hypothermique. J'ai appelé William immédiatement. Je lui ai dit que vous étiez en danger. Il a accédé au flux de sécurité en direct que nous avions sur la propriété Sterling. Richard m'a montré l'enregistrement sur sa tablette. Toute l'agression. Chloé en direct. Moi traîné. Jeté dans les escaliers. Le sang dans la neige. Charlotte presque morte. Tout horodaté. De 3h47 à 3h52. William a vu cet enregistrement à 7h05 dans sa voiture. La voix de Richard s'est complètement brisée. À 7h15, son chauffeur m'a appelé. William s'était effondré, une crise cardiaque massive. Les ambulanciers sont arrivés à 7h21. Il a été déclaré mort à 7h43. L'ironie écrasante m'a frappé comme un coup de poing. Olivia, quand ils vous ont jeté dans ces escaliers à 3h47, vous n'étiez personne. Vous étiez exactement ce qu'ils disaient, pauvre, sans défense, un déchet. Mais à 7h43, 4 heures plus tard, lorsque le décès de William a été légalement enregistré, vous êtes devenue l'unique héritière d'un empire de 2,3 milliards de dollars. Ils vous ont jeté dans la neige quand vous n'aviez rien. Mais au moment où vous avez touché le sol et que l'horloge a commencé à tourner vers 7h43, vous étiez déjà multimilliardaire. Ils ne le savaient juste pas encore. Je les regardais, incapable de comprendre ce qu'ils me disaient. Votre grand-père est mort en les regardant vous maltraiter, sachant qu'il était sur le point de vous donner le pouvoir de les détruire tous. Richard m'a tendu une enveloppe. C'était l'écriture de William sur du papier épais. J'ai lu la lettre à travers mes larmes. Ma très chère Olivia, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis tellement désolé. J'ai attendu trop longtemps. Je rentrais en avion pour enfin te rencontrer. Pour te dire que je suis désolé d'avoir laissé tomber ta mère. De ne pas t'avoir trouvé plus tôt, de regarder cette famille te faire du mal sans rien faire. Je voulais que la protection juridique soit prête d'abord. Je voulais m'assurer que personne ne pourrait jamais t'enlever ce que je te donne. Mais j'aurais dû te protéger d'abord. J'ai vu les images de sécurité ce matin. En les regardant vous jeter, toi et Charlotte, dans la neige, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Mon cœur n'a pas pu le supporter. Littéralement. Mais même dans la mort, je peux te protéger. Tout ce que j'ai construit est à toi. Les 2,3 milliards de dollars, les 40 entreprises, les propriétés dans 18 pays, tout. Prends cet empire. Utilise-le. Montre-leur ce que le sang des Davenport signifie vraiment. Ne t'incline plus jamais devant personne. Fais-les payer pour chaque coup, chaque larme, chaque moment où ils t'ont fait sentir insignifiante. Tu n'es pas un déchet. Tu es ma petite fille. Tu as un pouvoir immense, et je suis désolé de ne pas être là pour te voir réussir. Avec tout mon amour, ton grand-père, William. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, sanglotant. Charlotte dormait en sécurité dans son berceau à côté de moi, enfin en sécurité. La fiducie est déjà établie, a dit Richard. Tout vous est transféré immédiatement. Pas d'homologation, pas de délai. Les droits de succession sont déjà couverts. Le conseil d'administration a été informé. Olivia, à partir de 8 heures ce matin, vous êtes la présidente du conseil d'administration de Davenport Global Industries, et la famille Sterling n'en a aucune idée. J'ai levé les yeux, les larmes encore sur mon visage, mais avec quelque chose de différent dans les yeux, quelque chose de froid, d'implacable. Dites-moi tout sur leurs affaires, ai-je dit. Chaque vulnérabilité, chaque faiblesse. Richard a souri pour la première fois. Maintenant, vous ressemblez à votre grand-père. Le lendemain, 16 février, j'étais assise dans un fauteuil roulant dans la salle du conseil privé de Davenport Global. J'étais encore en convalescence, mais je devais comprendre ce que je contrôlais maintenant. Charlotte était à côté de moi dans une poussette de créateur, prise en charge par le personnel médical de Davenport.
Elle était en bonne santé, la jaunisse s'estompait et sa couleur revenait à la normale. Richard m'a présenté des dossiers reliés en cuir sur la famille Sterling. Sterling Industries a une dette catastrophique, a-t-il commencé, un total de 83 millions de dollars. Il m'a montré des documents financiers. James avait détourné 12 millions de dollars du fonds de pension pour ses dépenses personnelles. Des entreprises ratées leur avaient coûté 31 millions. Les prêts d'exploitation s'élevaient à 40 millions. Ils étaient à 3 mois de la faillite totale s'ils ne parvenaient pas à obtenir de nouveaux capitaux. James a postulé pour un contrat de 75 millions de dollars avec Davenport Global le mois dernier, a dit Richard. Un contrat de défense gouvernementale dont nous sommes l'intermédiaire. C'est leur seul espoir de survie, et nous contrôlons s'ils l'obtiennent ou non. Vous le contrôlez. Vous êtes la PDG. Ensuite, vinrent les informations sur Victoria, les boutiques Sterling Steel, le projet qui la passionnait tant. 5 emplacements, tous dans des bâtiments appartenant à Davenport, a déclaré Richard. Les baux doivent être renouvelés dans 47 jours, et elle a 480 000 dollars de loyer de retard. Mais voici le meilleur. Elle a sous-déclaré ses revenus à l'IRS. Nous avons la preuve de 2,3 millions de dollars de fraude fiscale. Pouvons-nous la dénoncer? Ai-je demandé. J'ai déjà rédigé la dénonciation anonyme. J'attends juste votre autorisation. L'enquêteur privé a présenté le dossier de Chloé. Chloé Sterling, 32 ans, prétend en avoir 26 sur tous ses réseaux sociaux. Il m'a montré son permis de conduire à côté de sa biographie Instagram. Les dates de naissance ne correspondaient pas. Multiples chirurgies plastiques, aucune déclarée. Rhinoplastie en 2019, augmentation mammaire en 2020, produit de comblement des joues, botox, injection dans les lèvres en continu, et un lifting brésilien des fesses en 2021. Son contrat de mannequin avec l'agence Prestige stipule clairement qu'il ne doit y avoir aucune procédure non déclarée. C'est un motif de résiliation immédiate. Qui possède l'agence Prestige? Ai-je demandé. Richard a souri. Depuis hier, vous. Davenport Global l'a acheté il y a 2 semaines. Chloé ne le sait pas encore. Ensuite, le dossier d'Ethan. Le pari universitaire était entièrement documenté. Une discussion de groupe avec 8 participants, et aucun d'entre eux n'a été assez intelligent pour la supprimer. Brad Miller, 23 ans, yo, impossible que tu tiennes 3 ans marié à cette meuf fauchée. Lol. Sterling, 100 000 dollars que je peux. L'argent le plus facile du monde. Chad Morrison, et si elle découvre? Sterling, elle ne le saura pas. Elle est trop bête et désespérée pour remettre quoi que ce soit en question. Il y avait aussi une vidéo, l'enregistrement de l'enterrement de vie de garçon que Victoria m'avait montré, mais la version complète. Ethan disait qu'il fermait les yeux et prétendait que j'étais Sophia, et tout le monde riait. Ethan a également détourné 3,8 millions de dollars de Sterling Industries pour financer son style de vie avec Sophia, a ajouté l'enquêteur. James le sait, mais il a couvert l'affaire parce que c'est la famille. Enfin, Sophia Beaumont. Sauf que ce n'était pas son vrai nom. Alexandra Marie Thompson, a déclaré l'enquêteur, montrant sa photo d'identité judiciaire de Californie de 2019. Une arnaqueuse professionnelle, 3 cas documentés. K1, 2018, fiancée à un millionnaire de la tech, a simulé une grossesse, a volé 400 000 dollars et a disparu avant la prétendue fausse couche. K2, 2020, fiancée à un gestionnaire de fonds d'investissement, a simulé une grossesse, a volé 650 000 dollars et a disparu. K3, 2021, fiancée à un cadre de l'industrie pharmaceutique, a simulé une grossesse, mais a été attrapée avant qu'il ne lui donne l'argent. Un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Elle est recherchée en Californie pour fraude, défaut de comparution, usurpation d'identité et fraude électronique. La grossesse avec Ethan est également fausse. Nous avons retracé l'image de l'échographie. Elle l'a achetée sur un forum du dark web pour 200 dollars. Ethan est-il au courant de tout ça? Ai-je demandé. Pas encore. J'ai réfléchi un instant. Si j'expose Sophia maintenant, Ethan devient la victime. Le pauvre, trompé par une arnaqueuse. Richard semblait impressionné. Vous apprenez vite. Nous garderons Sophia pour plus tard, pour quand cela causera le plus de dégâts. Au cours des 8 semaines suivantes, je me suis transformé. La première semaine a été consacrée à la récupération physique et aux bases des affaires, kinésithérapie pour mon épaule et ma césarienne, apprendre à tenir Charlotte tout en lisant des rapports trimestriels. Richard m'a appris à interpréter les états financiers. J'ai assisté à des réunions en silence, observant.
J'ai appris sur chaque division de Davenport Global. La deuxième semaine, je suis devenue une femme d'affaires, un cours intensif de gestion avec les cadres de Davenport. J'ai étudié les faiblesses de Sterling Industries. J'ai pris des notes sans fin, posant des questions pointues qui ont impressionné les directeurs. J'ai fait ma première présentation au conseil d'administration sur la division technologique et ce fut un succès total. La troisième semaine a été ma transformation physique, shopping de créateurs, tailleurs, vestes et chaussures de luxe. Mes cheveux sont passés du brun à un blond platine élégant avec un balayage. Cours de maquillage professionnel, formation aux médias pour ma voix, ma posture et une présence imposante. Tenez-vous comme si vous possédiez l'endroit, m'a dit mon coach. Parce que c'est le cas. La quatrième semaine, j'ai appris le pouvoir. Cours d'autodéfense, je ne me sentirai plus jamais impuissante. Atelier de négociation avec Richard. Réunion avec les avocats de l'entreprise, apprenant à détruire légalement quelqu'un. J'ai pratiqué mon visage de dirigeante dans le miroir, froid, puissant, incassable. Les semaines 5 et 6, les mouvements stratégiques ont commencé. Davenport Global a discrètement racheté la dette de Sterling Industries auprès de 15 créanciers. Une société écran a acquis l'agence de mannequins de Chloé. Nous avons engagé des experts comptables pour auditer les boutiques de Victoria. Nous avons préparé les preuves pour l'IRS. La 7e semaine a consisté à tendre le piège. J'ai préparé la présentation pour le conseil d'administration avec l'équipe de design. Je me suis forcé à regarder la vidéo de ma propre agression. Nous avons récupéré les images de sécurité du manoir Sterling grâce à la femme de chambre qui avait gardé le charme de mon bracelet. Elle s'est manifestée lorsque je lui ai versé 50 000 $ pour le charme et la vidéo qu'elle avait secrètement enregistrée sur son téléphone. Il y a eu des fuites anonymes vers des blogs à potins sur Chloé et nous avons programmé la réunion d'affaires avec James. La 8e semaine, les derniers préparatifs. J'ai répété mon discours pour le conseil devant le miroir. Charlotte avait maintenant 2 mois. Elle était en bonne santé et heureuse, prise en charge par des nounous professionnels. Je me tenais dans mon tailleur impeccable, mes cheveux platine parfaits et mes lèvres rouges précisément peintes. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me faisait face. Détruisons-les, ai-je dit. La réunion était fixée au 12 avril. Ils n'avaient aucune idée de qui ils allaient affronter. Le 2 avril, 10 jours avant la réunion du conseil, Chloé postait encore quotidiennement sur Instagram depuis des vacances à la plage dans les Caraïbes, payées par ses parents. La légende disait « 26 ans et vivant ma meilleure vie ». #béni, #beauté naturelle, #sans filtre. 486 000 abonnés. Les commentaires s'extasiaient sur sa perfection. Chloé se sentait invincible. Je l'ai appelée depuis mon ancien numéro de téléphone, celui qu'elle avait encore enregistré. Elle a répondu en riant. Je pouvais entendre Sophia et Victoria en arrière-plan. Oh mon Dieu, c'est le déchet qui appelle. Laissez-moi la mettre sur haut-parleur. Olivia, comment va la vie dans le caniveau où que tu sois? Tu as trouvé un refuge pour sans-abri qui accepte les bébés? J'ai gardé ma voix basse et brisée. Je jouais la comédie. Je voulais juste savoir si vous reconsidériez le cas des services sociaux. S'il vous plaît, Charlotte me manque tellement. Le cas des services sociaux avait été clos la première semaine pour manque de preuves, mais Chloé était assez cruelle pour prétendre qu'il était toujours actif. Oh, ma chérie, même les services sociaux ne voulaient pas de ton bébé. Tu es une mère pathétique. Mais bon, au moins le mariage d'Ethan et Sophia est le mois prochain. Tu es invité à regarder depuis l'entrée de service. Rire scandaleux. Victoria en arrière-plan, dis-lui qu'on l'a déjà oublié. Sophia, dis-lui qu'Ethan dit que les 3 dernières années ont été les pires de sa vie. Encore des rires. Tu sais quoi, Olivia? Tu as toujours été personne, et tu seras toujours personne. Mais merci pour le divertissement. Salut. Elle a raccroché tandis que leur rire résonnait. J'étais dans le bureau de Davenport Global avec le téléphone sur haut-parleur. Richard écoutait. Mon visage était froid, sans émotion. Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin? A demandé Richard. Oui. Exécutez le plan Chloé maintenant. Le 3 avril, 6 heures du matin. Un blog à potins populaire a publié un article. L'influenceuse Instagram Chloé Sterling, les mensonges derrière les likes. Un rapport complet avec des preuves. Son vrai permis de conduire montrant qu'elle avait 32 ans. Des dossiers médicaux montrant toutes ses chirurgies plastiques, obtenues légalement grâce à des audits de facturation médicale. Des photos avant et après.
Une comparaison de ses affirmations de « beauté naturelle » avec la réalité des opérations. Des documents financiers montrant que ses parents finançaient 70% de son style de vie d'influenceuse. Des captures d'écran où elle mentait aux marques sur son âge. L'article est devenu viral en moins de 2 heures. Hashtag Chloé Sterling exposée était la tendance numéro 1 sur les réseaux sociaux. Des vidéos TikTok analysaient chaque photo à la recherche de preuves de chirurgie. Des youtubeurs beauté ont fait des vidéos intitulées « Chloé Sterling nous a menti ». Les sponsors ont commencé à annuler. Une grande marque de maquillage, contrat résilié, fausse représentation. Une marque de vêtements populaires, nous exigeons l'honnêteté. Votre contrat est résilié. Une société de thé minceur, nous mettons fin à notre partenariat avec effet immédiat. 12 autres marques se sont retirées dans les 4 heures suivantes. À 9 heures du matin, l'agence de mannequins Prestige a envoyé un email. Chère Chloé, en raison de violations contractuelles concernant des procédures non divulguées et une fausse déclaration de votre âge, nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. Veuillez restituer tous les biens de l'agence avant la fin de la journée. Chloé n'avait aucune idée que je possédais l'agence. À 11 heures, elle a fait un direct sur Instagram en pleurs, tout son maquillage coulant. Les gars, ce sont des mensonges. J'ai 26 ans. Je n'ai jamais eu de chirurgie. C'est du Photoshop. Quelqu'un essaie de me détruire. Les commentaires ont commencé à affluer. On a ton permis de conduire, meuf. Admets-le. Tu nous as menti. Je me désabonne. 47 000 personnes l'ont vu s'effondrer en temps réel. Son nombre d'abonnés a chuté. 486 000, 450 000, 420 000, 380 000. Chloé sanglotait devant la caméra. S'il vous plaît, je ne sais pas qui fait ça, mais s'il vous plaît, arrêtez. Victoria l'a appelé. Quitte Instagram maintenant. Tu ne fais qu'empirer les choses. Maman, quelqu'un a fuité tout mon dossier médical. Comment est-ce possible? Je m'en fiche. Règle ça. En une semaine, les abonnés de Chloé sont tombés à 180 000. Pas de sponsor, pas d'agence, les blogs à potins écrivant des articles de suivi quotidien. Son nom était la risée de tous. Elle a appelé Victoria, désespérée. Peux-tu demander à papa de régler ça? Ton père a ses propres problèmes. Sterling Industries est en difficulté. Débrouille-toi toute seule. J'ai regardé les nouvelles sur l'affaire avec Richard. Phase interminée. Chloé neutralisée. Elle m'a traité de déchet. Elle a enregistré mon agression pour s'amuser. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Qui est le suivant? A demandé Richard. Sophia. Et ensuite nous garderons Victoria et James pour la salle de conseil. Le 5 avril, au manoir Sterling. Ethan et Sophia vivaient ensemble, planifiant leur mariage en mai. Le ventre de Sophia grossissait, un faux ventre de grossesse de haute qualité, très convaincant. Victoria était occupée par les préparatifs du mariage. James était stressé par les affaires, mais le cachait. Un paquet anonyme est arrivé. Ethan l'a ouvert dans son bureau. À l'intérieur se trouvait un dossier complet sur Alexandra Marie Thompson, casier judiciaire, photo d'identité judiciaire de 3 escroqueries précédentes, documentation sur les fausses grossesses, l'image de l'échographie qu'elle a utilisée avec des métadonnées montrant qu'elle avait été achetée en ligne, des relevés bancaires montrant 650 000 $ volés à des victimes précédentes. Une note. Ethan, tu m'as fait me sentir comme un déchet pendant 3 ans. Maintenant tu sais ce que ça fait d'être trompé. Vérifie son ventre. C'est un faux. De rien. Une amie. Ethan a fait irruption dans la chambre principale où Sophia s'habillait. Qui diable es-tu vraiment? Il lui a jeté le dossier. Sophia a bégayé. Chérie, je peux expliquer. Ton nom n'est même pas Sophia. Tu es une arnaqueuse. Elle a essayé de s'enfuir. Il lui a attrapé le bras. Sa manche s'est accrochée au tiroir de la commode. Le ventre de grossesse est sorti de sa robe. Du silicone cher, mais faux. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. Ethan la fixa. Sors de ma maison maintenant. Victoria et James sont entrés en courant, ont vu le ventre par terre. Victoria a eu un hoquet. James a ramassé le dossier. Elle est recherchée en Californie. Sophia a essayé d'attraper son sac à main. James a bloqué la porte. Tu ne vas nulle part. J'appelle la police. À 11h30, la police locale est arrivée avec un mandat de Californie qui a finalement été exécuté. Sophia, menottée, a crié « C'est un coup monté ».
Quelqu'un a envoyé ces informations. Quelqu'un nous en veut. Victoria s'est arrêtée. Qui pourrait même savoir pour Chloé, a-t-elle dit, exprimant ce que tout le monde pensait. D'abord moi, maintenant Sophia. Quelqu'un nous en veut. James a essayé de minimiser. Ne sois pas paranoïaque. C'est une coïncidence. Mais son visage montrait le doute. Cette nuit-là, Ethan était assis seul dans son bureau, buvant. Tout s'effondrait. Son mariage de 3 ans était un pari dont ses amis riaient encore. Il avait une vraie fille avec Olivia qui l'avait abandonné. Sophia était une arnaqueuse. L'entreprise coulait. Tout ce qu'il touchait se transformait en déchets. Il a sorti son téléphone, a cherché mon ancien numéro, maintenant déconnecté. Il a failli appeler pour s'excuser. Victoria est entrée. N'y pense même pas. Peut-être que nous avons été trop durs avec elle. Le bébé, Charlotte, c'est ma fille. Et je? Victoria l'a giflé. Cette femme est partie. Elle n'est rien. Concentre-toi sur ce qui est important. Sauver l'entreprise de cette famille. Et si quelqu'un nous attaque pour ce que nous avons fait à Olivia? Victoria a ri. Olivia? Cette fille pathétique est probablement morte dans un fossé. Elle n'a ni les ressources ni l'intelligence pour s'en prendre à nous. Je les ai observés à travers un flux de sécurité piraté, entendant chaque mot. Mon expression était glaciale. Le 6 avril. J'ai regardé les Sterling se déchirer sur les caméras de sécurité. Richard a dit, les Sterling se détruisent eux-mêmes. Ethan et Sophia sont séparés. La carrière de Chloé est ruinée. Victoria panique à propos de l'argent. Vous pourriez vous arrêter là. Prenez Charlotte. Déménagez dans un autre pays. Vivez votre vie. Il souffre déjà. J'ai regardé Charlotte, âgée de 2 mois et demi, souriante. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que la vengeance n'en vaut pas la peine. Ils se détruisent eux-mêmes. Je veux juste la paix. Je veux que Charlotte grandisse loin de toute cette laideur. J'ai commencé à planifier de déménager en Europe. Davenport Global avait des bureaux à l'étranger. Je pouvais diriger l'entreprise de là-bas, ne plus jamais revoir les Sterling, les laisser pourrir dans leurs propres conséquences. Pendant un moment, j'ai vraiment envisagé la clémence. Mais ensuite est arrivé le 8 avril. Des documents juridiques sont arrivés au bureau de Davenport Global. Famille Sterling contre Olivia et une requête pour une garde d'urgence. Ils alléguaient que j'avais abandonné Charlotte. Ils présentaient de faux témoignages d'employés du manoir payés. Ils disaient que j'étais mentalement instable, citant la fausse évaluation psychiatrique mise à jour d'un médecin compromis. Que la famille Sterling pouvait offrir un foyer stable avec 2 parents, qu'Ethan s'était amendé et cherchait à réparer ses torts, que l'intérêt supérieur de l'enfant était un foyer Sterling riche et stable plutôt qu'une mère célibataire. Ils ont fixé une audience d'urgence pour le 11 avril. Dans seulement 3 jours. Le juge était une figure bien connue du tribunal de la famille locale. Richard est devenu très sérieux. Olivia, c'est grave. Ce juge est de la vieille fortune et se range du côté des familles traditionnelles. Mais j'ai des preuves. L'agression, les abus. Ils allèguent que toutes les preuves ont été obtenues illégalement. Sans preuve valide, c'est votre parole contre la leur. Dans ce tribunal, ils ont l'avantage du terrain. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing. J'ai 2,3 milliards de dollars et je peux encore perdre ma fille. L'argent ne gagne pas toujours au tribunal de la famille, surtout quand le juge est partial. Mon équipe juridique, avec 5 des meilleurs avocats, s'est réunie. Nous avons besoin du témoignage du docteur Miller sur les abus à l'hôpital. Elle a peur. Témoigner signifie aller contre un hôpital auquel la famille Sterling a fait des dons. Et Jessica, l'infirmière? C'est un oui-dire. Elle n'a pas assisté directement à l'agression. Et la vidéo de sécurité du manoir obtenue illégalement ne sera pas admise comme preuve. Donc, nous n'avons rien. L'avocat principal a été direct. Nous avons votre témoignage, mais ils vous dépeindront comme une ex-belle-fille amère et vengeresse, et le juge est déjà de leur côté. Le 11 avril, au tribunal de la famille locale. Je suis arrivé avec mon équipe juridique. De l'autre côté du couloir, la famille Sterling avait 8 avocats. L'avocat des Sterling a commencé. Votre honneur, il s'agit du bien-être d'un enfant. Charlotte Sterling est née dans une famille aimante. Son père, Ethan Sterling, a fait des erreurs, comme nous tous, mais il est maintenant déterminé à être le père qu'elle mérite. Sa grand-mère, Victoria Sterling, et son grand-père, James Sterling,
sont des piliers de la société avec les ressources et la stabilité pour lui offrir une éducation exceptionnelle. La défenderesse, Olivia, a montré un comportement erratique. Elle a abandonné sa fille à des étrangers alors qu'elle a été vue entrant et sortant de divers hôtels de luxe et bâtiments d'entreprise. Nous demandons le transfert immédiat de la garde en attendant une évaluation complète. Il déformait mon travail chez Davenport Global pour le faire passer pour un comportement suspect. Mon avocat a répondu, « Votre honneur, c'est une tentative claire d'une famille abusive de continuer à tourmenter ma cliente. Olivia a été agressée. Elle a été jetée hors de la maison des Sterling en pleine tempête de neige avec un bébé de 3 jours. Objection. Aucune preuve d'agression n'a été présentée. Maintenue. Maître, tenez-vous aux faits présentés comme preuve. Victoria a pris la barre, habillée en grand-mère parfaite, un tailleur de créateur, des perles, avec une expression de préoccupation. Votre honneur, j'aimais Olivia comme une fille. Nous l'avons accueillie dans notre maison malgré son milieu modeste. Nous avons essayé de l'aider à s'adapter au style de vie de notre famille. Quand elle a eu le bébé, nous étions ravis. Mais Olivia est devenue de plus en plus paranoïaque et accusatrice. Elle disait que nous essayions de lui voler Charlotte. Nous voulions seulement l'aider. Elle a quitté notre maison de son propre chef au milieu de la nuit. Nous étions très inquiets. Maintenant, nous découvrons nous ne savons même pas où elle vit ni ce qu'elle fait. Ethan veut juste être un père pour sa fille. Mon avocat l'a contre-interrogé. Madame Sterling, vous prétendez qu'Olivia est partie volontairement. Pourquoi une femme se remettant d'une opération chirurgicale partirait-elle en pleine tempête de neige avec un nouveau-né? Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, elle agissait très étrangement. Vous ou un membre de votre famille avez-vous porté la main sur Olivia? Bien sûr que non. C'est un mensonge ignoble. Et ça? Mon avocat a essayé de montrer l'enregistrement Instagram de Chloé. Objection. Cet enregistrement a été obtenu sans permission et a été modifié. Maintenu. Je ne prendrai pas en considération des preuves obtenues illégalement. Chloé a témoigné, bien coachée et très calme après son humiliation publique. Olivia a toujours eu du ressentiment envers notre famille. Elle était jalouse de moi, de notre style de vie. La nuit où elle est partie, elle criait sur ma mère, nous menaçait. Nous avons essayé de la calmer, mais elle s'est enfuie dans la neige. J'avais peur pour le bébé, alors j'ai filmé pour documenter son comportement erratique pour la protection de l'enfance. Ethan a livré la performance de sa vie. Votre honneur, j'ai commis de terribles erreurs. J'ai été un mauvais mari. J'ai négligé Olivia, et j'en ai profondément honte. Mais j'aime ma fille. Je veux être son père. Je suis maintenant en thérapie, je travaille pour être un homme meilleur. Ma famille peut lui offrir la stabilité, un foyer, des ressources et un avenir. Olivia, je ne sais même pas où elle vit. Comment pourrait-elle s'occuper correctement de Charlotte? Ensuite, j'ai pris la barre. J'ai raconté toute la vérité, le pari, les abus, le coup monté à l'hôpital, comment il m'avait jeté dans la neige. L'avocat des Sterling m'a démoli. Mademoiselle, vous alléguez des abus, mais vous n'avez pas une seule preuve. Pas de rapport de police, pas de dossiers hospitaliers de cette prétendue agression. Vos seuls témoins sont des amis qui vous soutiendront bien sûr. N'est-il pas vrai que vous êtes simplement une ex-femme pleine de ressentiment qui essaie d'empêcher un père de voir son enfant? Non. Ils m'ont jeté dans les escaliers. J'ai l'enregistrement. Un enregistrement que vous avez obtenu illégalement en piratant leur système de sécurité. Objection. Rejeté. Répondez à la question, mademoiselle. Quelqu'un l'a récupéré pour moi. Donc, vous admettez qu'il a été obtenu illégalement. Le juge a rendu son verdict. C'est en effet une affaire compliquée. Cependant, il est de mon devoir de prioriser le bien-être de l'enfant. Bien que mademoiselle semble être une mère aimante, je suis préoccupé par le manque de preuves solides pour étayer ces accusations graves. En revanche, la famille Sterling a démontré des ressources, une stabilité et un désir sincère de subvenir aux besoins de Charlotte. Par conséquent, j'accorde la garde temporaire à Ethan Sterling et à sa famille pour une période d'évaluation de 30 jours. Mademoiselle aura des visites supervisées 2 fois par semaine. J'ai senti mon monde s'effondrer. Non, non, s'il vous plaît. Ils ont amené Charlotte de la salle d'attente. Je l'ai tenue et j'ai sangloté de manière incontrôlable. Non, s'il vous plaît. Ne me la prenez pas, s'il vous plaît. Une assistante sociale a doucement pris Charlotte de mes bras. Victoria l'a prise avec un sourire moqueur.
Charlotte a pleuré, tendant ses petits bras vers moi. Je me suis effondré. C'était pire que la neige, car cette fois, j'avais de l'argent, du pouvoir et des ressources. J'avais tout, et j'avais quand même perdu. Le système m'avait fait défaut. Sur les marches du palais de justice, les flashs des appareils photo crépitaient sans arrêt. La presse couvrait l'affaire. Victoria a emmené Charlotte à la voiture des Sterling avec Chloé à ses côtés, l'air victorieuse. Ethan ne m'a même pas regardé. Cette nuit-là, seul dans le penthouse de Davenport Global, je ne pouvais pas arrêter de regarder le berceau vide de Charlotte. J'ai appelé Richard. J'ai essayé de faire les choses correctement, légalement et civilement, et ils ont quand même gagné. Ils ont pris ma fille. Nous ferons appel. Nous nous battrons. Non. Ma voix a changé. Elle est devenue froide. Définitive. Les règles, c'est fini. Fini de jouer leur jeu. Vous m'avez dit que je contrôlais le plateau de jeu. Eh bien, je le retourne. Organisez la réunion pour le contrat. Je les veux tous dans cette pièce. Le 12 avril, demain. Olivia, êtes-vous sûre? Ils veulent une guerre. Ils auront l'anéantissement. J'ai travaillé de minuit à 6 heures du matin. J'ai appelé le docteur Miller. J'ai besoin que vous témoigniez. Je vous protégerai. S'il vous plaît. Elle pleurait. J'ai peur. Moi aussi, mais nous le faisons quand même. Mon équipe a trouvé le direct Instagram non modifié de Chloé depuis l'hôpital, sauvegardé sur les serveurs d'Instagram. Il était légalement accessible. Mes avocats ont déposé une motion d'urgence avec les nouvelles preuves. Je n'ai pas dormi. J'ai enfilé mon armure, un tailleur-pantalon de créateur blanc, des cheveux platine parfaits, du rouge à lèvres. Je me suis regardé dans le miroir. Mettons fin à tout ça. Le 12 avril, 14 h. Siège de Davenport Global dans une grande ville. 52e étage. La famille Sterling est arrivée dans une voiture de luxe d'un modèle plus ancien. Leur voiture plus récente avait été saisie. Ils avaient l'air usés. Le costume de James ne lui allait plus très bien à cause du poids qu'il avait perdu à cause du stress. Les bijoux de Victoria étaient clairement des bijoux fantaisie, pas des vrais. Elle avait dû mettre les vrais en gage pour le loyer. Chloé ne portait pas de vêtements de créateur. Ses cheveux n'étaient pas coiffés par un professionnel, et elle avait l'air épuisée. Ethan avait la gueule de bois et était défait, mais ils essayaient d'avoir l'air confiants. Ce contrat de 75 millions de dollars était leur seul espoir. Dans l'ascenseur, Victoria a dit « Souvenez-vous, nous sommes les Sterling. La vieille fortune. Ils respecteront ça. James, laisse-moi juste m'occuper de la négociation. Nous avons besoin de ce contrat ou nous sommes finis. » Chloé, consultant son téléphone. Au moins, la situation avec Olivia est réglée. Le juge nous a donné Charlotte. Ethan n'a rien dit. Il fixait juste le sol de l'ascenseur. L'ascenseur s'est ouvert au 52e étage. Des baies vitrées à couper le souffle, la ligne d'horizon de la ville, de l'art moderne, une richesse évidente. La réceptionniste les a dirigés vers la salle de conseil principale. Elle était énorme. Des murs de verre donnant sur un monument célèbre, une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes. Au bout, le fauteuil du PDG était tourné, face à la ville. 8 membres du conseil d'administration en costume coûteux étaient déjà assis. Des gardes de sécurité se tenaient aux sorties. Un écran massif était suspendu derrière le fauteuil du PDG. La famille Sterling s'est assise en face du fauteuil du PDG. James s'est éclairci la gorge. Merci pour cette opportunité de... Ma voix l'a coupé. Bonjour, James. Le fauteuil a pivoté lentement. Et me voilà, en position de pouvoir total. Cheveux blonds platine impeccables, tailleur pantalon de créateur blanc, talons à semelles rouges, la bague chevalière de mon grand-père, rouge à lèvres, une expression glaciale. Bonjour, Victoria. Chloé. Ethan. Leurs réactions se sont produites au ralenti. Le sang a quitté le visage de James. Il a trébuché en arrière dans son fauteuil. Victoria s'est évanouie. Chloé l'a rattrapé, me regardant avec une horreur totale. La mâchoire de Chloé est tombée. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. Son téléphone est tombé de sa main. Ethan était complètement figé, les yeux écarquillés, incapable de parler. Les gardes de sécurité se tenaient devant les sorties. Personne ne partait. James a retrouvé assez de voix pour parler. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de blague? Je me suis levé et j'ai lentement fait le tour de la table. Ma voix était calme et mortelle. Veuillez vous asseoir.
Nous avons un contrat de 75 millions de dollars à discuter. Victoria est revenue à elle, hystérique. C'est insensé. Ce n'est pas possible. Tu n'es personne. Je suis la présidente du conseil d'administration, Olivia Catherine Davenport, PDG de Davenport Global Industries, unique héritière de l'empire de 2,3 milliards de dollars de mon grand-père, William Davenport. J'ai montré le portrait accroché au mur, la photo officielle de William Davenport. Et vous êtes ici parce que vous avez postulé pour un contrat avec mon entreprise. Ethan a finalement réussi à parler. C'est impossible. Comment es-tu ici? Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai appuyé sur la télécommande. L'écran derrière moi s'est allumé. La première diapositive montrait, 15 février, 3h47. La vidéo de moi jetée dans les escaliers du manoir Sterling, horodatée, claire comme le jour. Victoria a crié, « Éteignez ça. Vous ne pouvez pas montrer ça. » La vidéo a été diffusée dans son intégralité. Chloé en direct. Moi traîné sur le sol en marbre, le sang sur le sol. Victoria exigeant que je m'agenouille. Les gardes m'arrachant Charlotte des bras. Moi jeté dans les escaliers. Le sang dans la neige. Les portes se refermant. La salle de conseil était silencieuse. Même les cadres qui n'avaient pas vu cela avaient l'air horrifiés. Le 15 février, à 3h47, vous m'avez jeté dans ces escaliers. À ce moment-là, j'étais exactement ce que vous disiez, personne. Pauvre, faible, un déchet. La diapositive suivante montrait le certificat de décès de William James Davenport. Date du décès, 15 février, 7h43. 4 heures plus tard, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque après avoir vu les images de sécurité de ce que vous m'avez fait. Son testament a fait de moi son unique héritière, avec effet immédiat à sa mort. J'ai fait une pause pour un impact maximal. Donc, quand vous m'avez jeté dans cette neige à 3h47, je n'étais personne. Mais au moment où j'ai touché le sol et que l'horloge a commencé à tourner vers 7h43, j'étais déjà multimilliardaire. Vous ne le saviez juste pas encore. Victoria a murmuré, « Oh mon Dieu !» Sans savoir que sa femme venait d'hériter d'un empire multimilliardaire, ses beaux-parents et sa maîtresse l'ont jeté dans la neige. C'est un titre incroyable, vous ne trouvez pas? Maintenant, parlons de votre situation. La diapositive suivante montrait les finances de James Sterling. Tout dans le rouge. Sterling Industries. 83 millions de dollars de dette. Sauf que ce n'est plus 83 millions. Depuis 3 semaines, je possède 75 millions de cette dette. Je l'ai racheté à vos créanciers avec une belle remise et j'en exige le remboursement. Aujourd'hui, vous avez 48 heures pour payer intégralement ou je saisirai tous vos actifs. James a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Oh, et ça? Le logo du FBI est apparu. Des chaînes de mails montrant le détournement de fonds du fonds de pension par James. Le FBI a reçu ces documents à 9h ce matin. Attendez-vous à des inculpations d'ici la fin de la semaine. Diapositive suivante. Les boutiques de Victoria Sterling. Sterling Steel Boutique. 5 emplacements. Tous dans mes bâtiments. Vous êtes expulsés. Avec effet immédiat. Les serrures seront changées à 17h. Vous devez également 480 000 dollars de loyers impayés. Je vous poursuivrai pour ce loyer plus les dommages et intérêts. Et une dernière chose. Le logo de l'IRS est apparu. L'IRS a reçu hier la documentation de 2,3 millions de dollars de fraude fiscale. Attendez-vous à un audit. Une photo de Chloé portant les bijoux de ma mère est apparue. Et je vous poursuis personnellement pour 5 millions de dollars pour le vol des bijoux de ma mère, qui sont un héritage familial. Victoria a eu un hoquet, se tenant la poitrine. Diapositive suivante. Chloé Sterling. Photo avant et après de son scandale. Votre carrière de mannequin détruite. Votre statut d'influenceuse terminé. Mais voici ma partie préférée. Une vidéo a été lancée. Le direct Instagram de Chloé depuis l'hôpital. L'enregistrement complet de sa diffusion de mes abus. Ceci a été diffusé publiquement à 500 000 personnes. C'est une preuve recevable. Le service de police local a reçu cet enregistrement ce matin. Des accusations d'agression ont été déposées. Chloé a fondu en larmes. Suivant. Ethan Sterling. La vidéo du pari universitaire a été diffusée en intégralité. Chaque mot cruel, chaque rire, chaque commentaire dégradant à mon sujet.
Ceci sera envoyé à tous les grands médias aujourd'hui à 18h. Votre détournement de 3,8 millions de dollars de Sterling Industries a également été signalé au FBI. Mais voici la partie qui vous intéresse vraiment. Diapositive finale. L'affaire de la garde de Charlotte. De nouveaux enregistrements sont apparus. L'enregistrement téléphonique du Dr Miller depuis l'hôpital. Un son clair des menaces et de l'agression. Le direct Instagram de Chloé. Légalement recevable en tant que diffusion publique. Le témoignage de 3 anciens employés du domaine Sterling que j'ai payés pour dire la vérité. Une motion d'urgence a été déposée ce matin au tribunal de la famille. Nouvelle preuve. Un juge différent. Audience prévue demain matin. Vous ne reverrez jamais Charlotte. Ethan s'est jeté sur moi par-dessus la table. Espèce de sorcière. Tu as tout ruiné. La sécurité l'a plaqué au sol. Je n'ai même pas sourcillé. Ethan était au sol, immobilisé par la sécurité. Tu as ruiné ma vie. Nous t'avions tout donné. Je me suis penché et j'ai parlé doucement, juste pour lui. Vous ne m'avez rien donné. Tu m'as épousé pour un pari. Tu m'as laissé être maltraité pendant 3 ans. Tu as abandonné ta fille quand elle avait 3 jours. Je n'ai pas ruiné ta vie, Ethan. Tu l'as fait toi-même. Victoria est tombée à genoux, suppliant sincèrement. S'il vous plaît, nous pouvons trouver un accord. Nous vous donnerons n'importe quoi. Je m'excuserai. Vous n'avez rien que je veuille. Je me suis approché d'elle et je l'ai regardée de haut. Vous m'avez traité de déchet. Vous avez dit que je n'étais personne. Vous avez dit que ma place était dans la neige. Mais les déchets ne possèdent pas un empire de 2,3 milliards de dollars. Les déchets ne détruisent pas les dynasties. Vous n'avez pas jeté un déchet, Victoria. Je me suis penché plus près. Vous avez rejeté une reine. James, complètement défait, a fait une dernière tentative. Le contrat? S'il vous plaît, nous avons besoin? Il n'y a pas de contrat. Il n'y en a jamais eu. Cette réunion n'a jamais été une question d'affaires. Il s'agissait que vous compreniez exactement qui vous avez détruit, et exactement qui vous a détruit. J'ai repris la télécommande. Oh, et une dernière chose. L'écran est passé à un flux YouTube en direct. Spectateurs, à ce moment-là, 4,2 millions. Toute cette réunion a été diffusée en direct sur ma chaîne YouTube privée. 4,2 millions de personnes viennent de regarder toute cette conversation. Les commentaires ont inondé l'écran. Incroyable. C'est une reine totale. Ils méritent tout ce qui leur arrive. C'est la meilleure vengeance que j'ai jamais vue. Olivia Davenport est mon héroïne. La voix de Chloé était stridente. Tu ne peux pas. C'est illégal. Nous n'avons pas consenti à vérifier l'accord de non-divulgation que vous avez signé en entrant dans ce bâtiment. Clause 47. Consentement médiatique pour les réunions d'affaires. J'ai tendu à Victoria le papier qu'elle avait signé sans le lire. Vous ne l'avez pas lu. J'ai appris ça de vous. Lisez toujours ce que vous signez. C'était une référence à la scène de l'hôpital où il m'avait forcé à signer les papiers du divorce. La sécurité les a escortés dehors et ils n'ont pas été tendres. Victoria était traînée. Tu le regretteras. On va te poursuivre en justice. Me poursuivre avec quel argent? Vous êtes en faillite. Au revoir, Victoria. Chloé sanglotait. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. S'il te plaît. Tu as enregistré mon pire moment pour te divertir. Tu voulais que je devienne viral pour avoir été humilié. Félicitations. Maintenant, tu es viral aussi. Ethan m'a regardé dans les yeux une dernière fois. Olivia, s'il te plaît. Charlotte est ma fille. Non, c'est ma fille. Tu n'es que le donneur de sperme qui l'a abandonnée. Tu ne la reverras jamais. La sécurité l'a fait sortir. James est sorti en silence, brisé, défait. Son empire était fini. Je suis resté seul dans la salle de conseil, regardant la ligne d'horizon de la ville. Richard est entré. Le direct est toujours en ligne. Il a atteint 5,8 millions de spectateurs. J'ai simplement hoché la tête. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS du Dr Miller. Audience de garde d'urgence demain. Avec les nouvelles preuves, nous allons gagner. Charlotte rentre à la maison. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire sincère. À l'extérieur du bâtiment de Davenport Global, la famille Sterling a été accueillie par un chaos absolu à sa sortie. Il y avait environ 50 journalistes.
Les flashs des appareils photo crépitaient sans arrêt. Des questions leur étaient criées. Est-il vrai que vous avez jeté un nouveau-né dans la neige? L'avez-vous épousé pour un pari? Allez-vous être arrêté? Des agents du FBI les attendaient déjà. James Sterling, Ethan Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude électronique. Ils ont été menottés, on leur a lu leurs droits. Victoria et Chloé n'ont pas été arrêtés à ce moment-là, mais la presse les a acculés. Le téléphone de Chloé explosait de messages haineux. Victoria essayait juste de cacher son visage. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle était une tendance mondiale. Numéro 1, hashtag famille Sterling exposée. Numéro 2, hashtag Olivia Davenport. Et numéro 3, hashtag vengeance milliardaire. Le lendemain matin a eu lieu l'audience de garde. Avec le témoignage du docteur Miller, l'enregistrement de l'hôpital et le direct de Chloé, le juge a statué immédiatement. On m'a accordé la garde exclusive de ma fille. Les Sterling se sont vus refuser tout droit de visite pendant que leur procès pénal était en cours. Quand ils m'ont finalement remis Charlotte, je l'ai tenue et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Elle était en sécurité. Elle était enfin vraiment en sécurité. 6 mois ont passé. C'était le 15 octobre. J'étais en couverture d'un grand magazine économique. Le titre disait « Olivia Davenport, la PDG partie de rien ». L'action de Davenport Global avait augmenté de 40%. Nous nous étions étendus sur 3 nouveaux marchés. J'étais dans mon bureau avec Charlotte, maintenant âgée de 8 mois, jouant sur un tapis à côté de mon bureau. Jessica est venue me rendre visite. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit. « Nous l'avons fait ?» ai-je corrigé. Et ainsi, le sort de la famille Sterling fut scellé. James a été reconnu coupable. 12 ans dans une prison fédérale pour détournement de fonds. Victoria s'est retrouvée assignée à résidence. Elle a fait faillite. Elle travaille maintenant dans un grand magasin pour payer sa dette fiscale et vit dans un petit studio. Chloé n'a fait l'objet d'aucune accusation criminelle, mais sa carrière a été détruite. Elle a trouvé un emploi dans un centre d'appel. Ses abonnés Instagram sont tombés à seulement 12 000. Elle en a perdu 97%. Ethan a plaidé coupable, 7 ans de prison, et a officiellement renoncé à tous ses droits parentaux sur Charlotte. Sophia, ou plutôt Alexandra Thompson, a été reconnue coupable en Californie. 15 ans de prison pour multiples chefs d'accusation de fraude. Parfois, les gens me demandent si je regrette quelque chose, si la vengeance en valait vraiment la peine. Et je regarde simplement ma Charlotte, heureuse et en bonne santé, grandissant en sachant qu'elle est aimée et en sécurité. Je pense aux 50 millions de dollars que j'ai donnés à des refuges pour femmes et victimes d'abus. Je pense à toutes les femmes qui m'ont écrit pour me raconter leurs propres histoires, comment elles ont survécu et trouvé la force d'avancer. La vidéo originale de l'agression a été vue plus de 127 millions de fois. La famille Sterling est devenue un symbole mondial de karma et de justice. Leur cruauté a été exposée aux yeux de tous. Est-ce que ça en valait la peine? Chaque seconde. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au cours de ce voyage. Quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais allongé dans la neige, convaincu que je ne valais rien. La douleur ne brise pas tout le monde. Parfois, si vous êtes assez fort et que vous refusez d'abandonner, la douleur vous forge en quelque chose de plus dur que le diamant, quelque chose d'incassable. Quand ils m'ont jeté dans ces escaliers, j'étais brisé, en sang, convaincu que je n'étais personne. Mais j'avais tellement tort. Ce n'est pas que je n'étais personne. J'étais juste quelqu'un qui n'avait pas encore découvert son propre pouvoir. L'attention des médias suite au direct a été incroyable. Pendant des semaines, je ne pouvais aller nulle part sans être reconnu. Certains m'ont qualifié d'héroïne, d'autres de vengeresse, disant que je m'étais abaissé à leur niveau, que j'aurais dû être plus magnanime. À ces personnes, je demande, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tendu l'autre joue alors qu'ils jetaient votre fille nouveau-née dans une tempête de neige? Auriez-vous pardonné alors qu'ils essayaient de vous voler votre enfant avec un système juridique corrompu? Auriez-vous fait preuve de miséricorde envers des gens qui ne vous en ont montré aucune? C'est bien ce que je pensais. Il y a une grande différence entre la vengeance et la justice. La vengeance, c'est faire du mal à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal. La justice, c'est s'assurer qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Et ce que j'ai fait, c'était la justice. La famille Sterling ne m'a pas seulement maltraité moi. C'était leur mode de vie. Quand tout a été révélé, cette autre femmes se sont manifestées avec leurs histoires sur les Sterling. Des femmes avec qui Ethan était sorti avant moi. Des femmes qui travaillaient chez Sterling Industries.
Des femmes qui avaient été maltraitées, abusées et réduites au silence. Chacune d'entre elles m'a remercié d'avoir eu le courage de raconter ce qu'elles avaient subi. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai créé la fondation Davenport pour les survivants d'abus avec un fonds initial de 50 millions de dollars. Nous fournissons une assistance juridique, une thérapie, un logement sûr et une formation professionnelle à ceux qui fuient des situations abusives. Nous avons aidé plus de 2000 personnes en seulement 6 mois. Charlotte grandira en sachant que lorsque quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, vous avez deux choix, soit vous les croyez, soit vous leur prouvez qu'ils ont tort. J'ai choisi de leur prouver qu'ils avaient tort. Un an après cette réunion du 12 avril, j'ai tenu une conférence de presse. La salle était bondée de journalistes. Les caméras étaient partout. Aujourd'hui marque le premier anniversaire du jour où je me suis assise dans une salle de conseil avec les personnes qui m'ont maltraité pendant 3 ans. Des gens qui m'ont jeté, moi et mon bébé, dans une tempête de neige. Des gens qui ont essayé de voler ma fille en utilisant un système juridique corrompu. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que PDG d'une entreprise prospère, en tant que mère d'une fille heureuse et en bonne santé, et en tant que femme qui n'a pas laissé la cruauté la définir. On me demande souvent si je regrette ce que j'ai fait, si la vengeance en valait la peine. Et je veux être très clair sur quelque chose. Ce que j'ai fait n'était pas de la vengeance. C'était les tenir responsables. La famille Sterling n'a pas tout perdu à cause de ma vengeance. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont enfreint la loi. James Sterling a volé l'argent du fonds de pension de ses employés. Victoria Sterling a fraudé des millions d'impôts. Ethan Sterling a commis une fraude. Et Chloé Sterling m'a agressé et l'a diffusé à 500 000 personnes. Je ne les ai pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste fait en sorte que le monde entier le voie. Pour quiconque traverse sa propre tempête, son propre moment de désespoir total, je veux que vous écoutiez attentivement. Vous n'êtes pas un déchet. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes aucune des choses qu'ils vous ont dites pour essayer de vous briser. Vous avez du pouvoir. Vous avez de la valeur. Vous êtes assez. Alors levez-vous, secouez-vous, et montrez-leur de quoi vous êtes fait. Toute la salle a éclaté en applaudissements. Après la conférence, je suis rentré au Penthouse. Charlotte était avec sa nounou, jouant avec des cubes. Dès qu'elle m'a vu, elle a souri et a tendu ses petits bras. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée fort, inhalant cette douce odeur de bébé. « Tu sais quoi, ma petite fille ?» ai-je murmuré. « Ta maman a failli craquer, mais elle s'est relevée. Et un jour, quand tu seras plus grande, je te raconterai toute cette histoire. Je te dirai que peu importe ce que les autres disent, c'est toi qui décides qui tu es, pas eux, toi. » Charlotte a gloussé et a attrapé mes cheveux. J'ai ri. Pour la première fois depuis des années, le rire était sincère et libre. Ce soir-là, Jessica est passée. Nous nous sommes assises sur mon balcon surplombant la ligne d'horizon de la ville, buvant du vin. « Tu penses encore à cette nuit-là » a-t-elle demandé. « Dans la neige ?»« Tous les jours » ai-je admis. Mais pas de la manière que tu penses. Je n'y pense plus avec douleur. Je le vois comme le moment où tout a changé. L'instant où j'ai cessé d'être une victime et où je suis devenue une survivante. Tu es incroyable, tu sais. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien de spécial. Je suis juste une femme qui a refusé de rester à terre. C'est ce qui te rend spécial. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, regardant les lumières de la ville. « Quelle est la suite pour toi ?» a demandé Jessica. J'y ai réfléchi. Honnêtement, je ne sais pas. Continuer à développer l'entreprise, aider les gens avec la fondation, élever Charlotte pour qu'elle soit forte et gentille. Peut-être que c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Tu as déjà changé tant de vies. Cette nuit-là, après le départ de Jessica, je me tenais dans la chambre de Charlotte, la regardant dormir. Elle était si paisible, si innocente, si parfaite. J'ai pensé à ma mère, Catherine. Comment elle avait fui le contrôle de son propre père pour s'en sortir seule. Comment elle avait cumulé 3 emplois pour subvenir à mes besoins. Comment elle était trop fière pour demander de l'aide même quand elle en avait besoin. J'ai pensé à mon grand-père, William, comment il m'avait regardé souffrir pendant 2 ans, voulant aider, mais piégé par les avocats et la stratégie. Comment il était mort en regardant quelqu'un qu'il aimait souffrir. Ils ont tous les deux été détruits par la fierté, par l'incapacité de combler le fossé entre l'amour et l'entêtement. Je ne ferai pas cette erreur. Je te le promets, ai-je murmuré à une Charlotte endormie. Tu grandiras en sachant que tu es aimé. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Que tu n'accepteras jamais la cruauté de personne,
peu importe qui ils sont. Et si jamais quelqu'un essaie de te faire sentir petite, tu te souviendras que ta mère a été jetée dans la neige et est devenue une reine. Charlotte a bougé dans son sommeil, sa petite main se fermant en un point. J'ai souri et je lui ai embrassé le front. Demain, j'avais une réunion du conseil d'administration. La semaine prochaine, nous lancions une nouvelle division de Davenport Global axée sur l'éthique des affaires et le bien-être des employés. Le mois prochain, la fondation ouvrirait 3 nouveaux refuges. Mais ce soir, j'étais juste Olivia, une mère regardant sa fille dormir. Une femme qui avait survécu à l'enfer et en était ressortie plus forte. Et c'était suffisant. 5 ans plus tard, aujourd'hui, Charlotte entre en maternelle. Elle porte une robe violette qu'elle a choisie elle-même, avec des couettes dans ses cheveux foncés, sautillant d'excitation. « Maman, tu penses que les autres enfants m'aimeront ?» demande-t-elle alors que je la conduis à l'école. « Chérie, ils vont t'adorer. Sois juste toi-même. C'est toujours suffisant. Comme tu le dis toujours. » Exactement comme je le dis toujours. Je la regarde courir dans l'école, intrépide et radieuse, et mon cœur se gonfle de fierté. Davenport Global vaut maintenant 4,1 milliards de dollars. Nous nous sommes développés dans les énergies renouvelables, la fabrication éthique et le logement abordable. Chaque décision que je prends, je pense au genre de monde que je veux que Charlotte hérite. La fondation Davenport a aidé plus de 15 000 personnes à fuir des situations abusives. Nous avons financé 3 séries de documentaires sur la violence domestique. Nous avons fait pression pour de meilleures protections pour les survivants d'abus au tribunal de la famille. La famille Sterling n'est plus qu'un lointain souvenir. James est sorti de prison le mois dernier après avoir purgé sa peine complète. Il est plus âgé et travaille comme vendeur dans une quincaillerie. J'ai entendu dire qu'il avait postulé pour un emploi chez Davenport Global. La candidature a été rejetée. Victoria est dans ses 70 ans, toujours assignée à résidence, travaillant toujours dans le commerce de détail, payant toujours sa dette fiscale pour le reste de sa vie. Chloé a maintenant la fin de la trentaine, bien qu'elle détesterait que je le mentionne. Elle travaille de nuit dans un restaurant ouvert 24h24. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas d'abonnés, pas de célébrités, juste une vie ordinaire qui, pour elle, est le pire des châtiments. Ethan a été libéré il y a 2 mois après avoir purgé 5 ans de sa peine de 7 ans. Il a essayé de me contacter une fois pour voir Charlotte. J'ai demandé à mes avocats de lui envoyer une ordonnance de cesser et de s'abstenir. Il a renoncé à ses droits parentaux. Il n'obtient rien. J'ai entendu dire qu'il est directeur d'entrepôt quelque part. Il est fiancé à quelqu'un de nouveau. J'espère pour elle qu'il a appris quelque chose, mais j'en doute. Sophia est toujours en prison. Il lui reste 7 ans. Et quant à moi, je suis fiancé. Il s'appelle David. C'est un avocat des droits civiques. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour la fondation. Il connaît toute mon histoire et il m'aime quand même. Et plus important encore, il aime Charlotte comme si elle était la sienne. Quand je lui ai parlé de la famille Sterling, de tout ce qui s'est passé, il a dit « Tu sais ce que je vois quand je te regarde. Je ne vois pas une victime, ni même une survivante. Je vois une femme qui a refusé d'être définie par la cruauté. Je vois la force. » C'est là que j'ai su que je pouvais lui confier mon cœur. Nous nous marions au printemps prochain, une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Charlotte sera la demoiselle d'honneur. Elle a déjà planifié toute sa tenue. Parfois, la nuit, je rêve encore de la neige, du froid, des cris faiblissants de Charlotte, de penser que nous allions mourir. Mais je ne me réveille plus en hurlant. Je me réveille, je vais dans la chambre de Charlotte, je la regarde dormir 1 minute, et je me souviens, nous avons survécu. Nous avons fait plus que survivre. Nous avons prospéré. La semaine dernière, une jeune femme est venue à mon bureau. Elle m'a contacté par l'intermédiaire de la fondation. Elle avait été maltraitée par la famille de son mari et jetée à la rue sans rien, tout comme moi. J'ai vu votre histoire, a-t-elle dit en pleurant. J'ai vu ce que vous avez fait et je me suis dit que si elle pouvait le faire, peut-être que je le peux aussi. Je lui ai pris la main. Bien sûr que vous le pouvez. Et vous n'aurez pas à le faire seul. Nous l'avons installée dans un de nos refuges, l'avons mise en contact avec un avocat. Elle a commencé une thérapie. Nous l'avons aidée à déposer une plainte. 2 mois plus tard, elle m'a envoyé une photo d'elle et de ses 2 enfants souriant dans leur propre appartement. C'est pour ça que je l'ai fait. Pas pour la vengeance, mais pour ce moment. Pour chaque femme qui avait besoin de voir que même si on vous laisse pour morte dans la neige, vous pouvez vous relever et devenir une reine.
Aujourd'hui, c'est le 12 avril, l'anniversaire de cette confrontation dans la salle de conseil. Chaque année, ce jour-là, je fais quelque chose de spécial. Cette année, je donne une conférence TEDx sur le traumatisme, la résilience et la justice. Je suis sur scène, face à 5000 personnes. Quand on m'a laissé dans cette neige, je commence, j'étais convaincu que je mourrais. J'étais convaincu que je n'étais personne. J'étais convaincu que c'était ce que je méritais. Mais j'avais tort sur toute la ligne. La douleur ne brise pas tout le monde. Parfois, si vous êtes assez fort et que vous refusez d'abandonner, la douleur vous forge en quelqu'un de plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je n'ai rien de spécial. Je ne suis pas une super-héroïne. Je suis juste une femme qui a refusé de rester à terre. Pour tous ceux qui traversent leur propre tempête, leur propre moment de désespoir, ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début. Levez-vous, secouez la neige, et montrez au monde qui vous êtes vraiment. Parce que les déchets ne construisent pas d'empire. Les déchets ne changent pas des vies. Les déchets n'inspirent pas des milliers de personnes à trouver leur propre force. Vous n'êtes pas un déchet. Vous n'êtes personne. Vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Et un jour, vous regarderez ce moment et réaliserez que c'est ici même que vous êtes devenu incassable. L'ovation debout a duré 3 minutes. Ensuite, des centaines de personnes font la queue pour me parler, partager leurs histoires, me remercier, me dire qu'elles aussi se relèvent. Ce soir-là, je suis à la maison avec Charlotte et David. Nous préparons le dîner ensemble. Quelque chose de simple. Des pâtes, le plat préféré de Charlotte. « Maman, pourquoi les gens veulent toujours te parler ?» demande Charlotte en remuant soigneusement la sauce. Parce que l'histoire de maman les a aidés à comprendre quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est ? Que peu importe ce qui t'arrive, c'est toi qui décides ce que ça signifie. C'est toi qui décides qui tu deviens. Comme la façon dont tu es devenue une reine. Je ris. Quelque chose comme ça, mon amour. David m'embrasse sur la tempe. La reine qui s'est relevée de la neige. J'aime ça, dis-je. Après le dîner, après que Charlotte se soit endormie, David et moi nous asseyons sur le balcon, comme Jessica et moi l'avions fait des années auparavant. Tu le regrettes parfois ? Demande-t-il. Que tout ait été si public. Le direct, le cirque médiatique. J'y pense honnêtement. Non. Parce que ce n'était pas juste à propos de moi. C'était à propos de chaque personne à qui on a dit qu'elle n'était personne. Chaque personne qui a été jetée comme un déchet. Je voulais qu'ils voient qu'on peut s'en sortir. Qu'on peut non seulement survivre, mais prospérer. Tu as changé tant de vies. Ils ont changé leur propre vie. Je leur ai juste montré que c'était possible. Nous restons assis dans un silence confortable, nous tenant la main, regardant la ville. Je pense à l'Olivia d'il y a 5 ans, brisée, en sang, convaincue qu'elle allait mourir dans la neige. Si je pouvais remonter le temps et lui parler, je lui dirais « Tiens bon encore un peu. L'aide arrive. Et dans 5 ans, tu seras heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Charlotte sera en bonne santé. Tu seras amoureuse. Tu auras aidé des milliers de personnes. La famille Sterling ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La neige ne dure pas éternellement. Le printemps finit toujours par arriver. Mon téléphone vibre. C'est un email de la fondation. Une autre femme qui demande de l'aide. Une autre personne prête à échapper à sa propre tempête de neige. Je réponds immédiatement, la mettant en contact avec des ressources, lui faisant savoir qu'elle n'est pas seule. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agissait. Pas de vengeance. Honnêtement, même pas de justice. Il s'agissait de s'assurer que personne d'autre n'aurait jamais à s'allonger dans la neige, brisé et en sang, croyant qu'il ne valait rien. Il s'agissait de montrer au monde qu'on peut être jeté comme un déchet et devenir quand même une reine. Et si mon histoire, ma douleur, mon parcours peuvent aider ne serait-ce qu'une personne à trouver la force de se relever et de se battre, alors chaque instant en valait la peine. Je regarde la ligne d'horizon de la ville, le bâtiment de Davenport Global qui porte le nom de mon grand-père, cette ville qui est devenue mon royaume. Je pense à William qui veille sur moi, et j'espère qu'il est fier. Je pense à ma mère, Catherine, qui m'a appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est simplement de s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Je pense à la petite Charlotte, dormant paisiblement dans sa chambre, en sécurité et aimée, n'ayant jamais à douter de sa propre valeur. Et je pense à moi-même, Olivia Catherine et Davenport, la fille qui n'était personne, et la femme qui est devenue tout. Ils m'ont laissé dans la neige quand je n'avais rien. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point d'hériter d'un empire d'1 milliard de dollars. Ils ne savaient pas que je survivrais.
Ils ne savaient pas que je renaîtrais de mes cendres. Mais surtout, ils ne savaient pas que parfois, quand on essaie de détruire quelqu'un, on ne fait que le rendre plus fort. Je ne suis pas une victime. Je ne suis même pas juste une survivante. Je suis une femme qui a été brisée et qui a refusé de le rester. Je suis une mère qui apprendra à sa fille que sa valeur n'est déterminée par personne d'autre. Je suis une PDG qui a bâti un empire sur l'honnêteté et la justice. Je suis une philanthrope qui transforme la douleur en une raison d'aider. Je suis la reine qui s'est relevée de la neige. Et si vous écoutez ceci, si vous êtes dans votre propre tempête en ce moment, si vous êtes convaincu que vous n'êtes personne, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez tort. Vous avez de la valeur. Vous êtes puissant. Vous êtes assez. Et un jour, vous aussi, vous vous relèverez. Levez-vous. La neige ne dure pas éternellement. Votre empire vous attend.